Alors le koala, c'est un petit animal, hein, c'est une espèce de petit ours en peluche, là. Finalement, quand on regarde sa taille, on pourrait penser qu'il n'est pas capable d'émettre des sons très graves. Or, quand on entend le cri d'un koala, le cri de parade nuptiale de koala, c'est stupéfiant, hein. Nicolas Mathevon est bioacousticien. Il est aussi l'auteur du livre « Les animaux parlent, sachons les écouter », un livre publié début 2021 dans la collection Nature et Savoir chez Humaine Science. Dans cet épisode, nous allons nous poser juste à la surface de l'eau, parmi les jacarés, ces caïmans sud-américains. Nous allons voir comment la maman crocodile sait faire la différence à l'écoute entre les larmes et les pleurs de crocodile et de simples cris de contact. Les uns vont déclencher une réaction et l'autre, rien du tout. Nous allons aussi parler des otolithes des poissons, qui sont des petits os qui leur permettent d'entendre sous l'eau. Car oui, les poissons parlent et écoutent, ils sont même très bavards. Et vous allez entendre, dans cet épisode, quelques exemples de leurs cris ou de leur bruit. Il aurait été impensable de ne pas écouter et expliquer le puissant brame du cerf. Et dans ce cas aussi, les crooners, les voix graves, emportent le morceau auprès de ces dames. Cerise sur le gâteau sonore, vous allez découvrir le très surprenant cri du koala, qui n'est pas, mais alors pas du tout en rapport avec son look d'ourson en peluche. Notez bien que ce n'est pas le dernier épisode de cette série sur la bioacoustique. Les 4 derniers épisodes de cette série seront en effet diffusés exceptionnellement dès ce samedi, à minuit 1, dans la nuit de vendredi à samedi donc, afin que vous n'attendiez pas la suite après la prochaine rentrée, dans quelques mois. Ce que nous apprennent les langages des animaux, chapitre 4. C'est parti. Salut Nicolas. Salut Marc. Je te retrouve avec plaisir aujourd'hui et on va parler du caïman, alias le jacaré, que tu es allé étudier dans un endroit magnifique, à un autre hotspot, le fameux Pantanal. Explique-nous c'est quoi et c'est où le Pantanal, tiens. Le Pantanal, c'est dans l'ouest du Brésil. C'est une zone de marécage, en fait, assez vaste, avec effectivement une biodiversité très importante. Alors, tu étais dans un bled qui a un joli nom, Numirim. Numirim, oui, c'est une fazenda, comme on dit là-bas, c'est-à-dire c'est un ranch, en fait. Hacienda, on dirait en espagnol. Ouais. D'élevage extensif de bétail, mais où il y a encore beaucoup de marais et où la faune est très préservée. En plus, c'est une réserve, là. Bon, alors, donne-moi la substantifique moelle de ce beau chapitre intitulé « Les larmes du caïman ». Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, les caïmans, donc, ce sont des crocodiliens. Les crocodiliens, c'est un groupe qui n'est pas très éloigné des oiseaux du point de vue évolutif et chez qui on trouve des soins parentaux. Il y a des relations parents-jeunes. Et en fait, ce qu'on étudie depuis pas mal d'années, ce sont les communications acoustiques entre les parents et les jeunes crocodiles. Alors en substance, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'un peu stupéfiant qui est quand même les cris d'éclosion, c'est-à-dire que les jeunes crocodiliens, quand ils sont matures dans l'œuf, ils vont émettre des cris qui vont permettre la synchronisation des éclosions. Quand il y a 80 œufs dans le nid, ils vont tous éclore au même moment parce qu'ils s'entendent les uns les autres. Et puis, ça va aussi provoquer l'assistance maternelle, ou paternelle d'ailleurs chez certaines espèces. Et chez le caïman jacaré, c'est la mère qui, en entendant ces cris d'éclosion, va aider les jeunes à sortir des œufs, à éclore. Elle va prendre les œufs dans la gueule, elle va les aider à sortir, etc. À les amener à l'eau. Et les amener à l'eau. Et après, on a encore des communications acoustiques entre la mère et ses jeunes, parce que la mère reste avec les jeunes, elle les protège en fait. Il y a du cannibalisme, il y a beaucoup de prédateurs, et les jeunes ont un système de communication où ils ont à la fois des petits cris de contact qui permettent d'assurer la cohésion du groupe, de rester groupir, comme on dit dans la 7e compagnie, et des cris de détresse qui, eux, appellent la mère en fait, à la rescousse.
Et tu as montré dans ce bouquin que tu as fait des expériences. Enfin, quand c'est le cri de détresse, la mère, elle accourt. Et quand c'est juste les cris de rester groupir, en gros, elle reste tranquille, la mère. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la première fois qu'on a montré ça, c'était dans les expériences au Guyana, donc un autre endroit d'Amérique du Sud. Et là, c'était sur le caïman noir, qui est un crocodile magnifique, qui peut faire plusieurs mètres de long. Et effectivement, on a travaillé sur des petites familles de caïmans noirs sur la rivière Rupununi. Et quand on met un haut-parleur à côté d'un petit groupe de caïmans, de bébés caïmans, de jeunes caïmans qui sont sur la berge ou à proximité de la berge, et qu'on émet ces cris de contact, les petits caïmans sont attirés par le haut-parleur. Ils viennent se mettre autour, alors que la mère caïman noire qui est dans la rivière, là, en train de les regarder, eh bien, finalement, elle ne bouge pas, parce que la situation est normale. Et si, à partir du haut-parleur, on émet par contre des cris de détresse, là, les petits sont figés, ils s'immobilisent, et la mère réagit très fortement. Elle rugit, elle fonce vers le haut-parleur. D'accord. Donc je continue à piocher dans ton livre, je le prends dans l'ordre. On en vient au chapitre suivant qui s'intitule « Entendre coûte que coûte ». Et là, tu fais quelques battements d'ailes et tu reprends un peu d'altitude pour envisager des choses presque philosophiques. C'est-à-dire tu constates que dans le monde animal, le langage parlé est plus une bizarrerie qu'une norme. La communication acoustique. Oui, la communication acoustique. Tu dis que, en gros, il y a à peu près tous les vertébrés qui utilisent le son. Une grande partie des arthropodes, dont les fameux insectes, on pense aux sauterelles, aux grillons, etc. Beaucoup, pas tous, mais en tout cas qui entendent et qui émettent du bruit, les cigales, je pense aux cigales. Par contre, tu dis, aucune des 100 000 espèces de mollusques, dont le poulpe, n'entend ni n'émet de son, a priori. Enfin, à notre connaissance, maintenant, avec le poulpe, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Et donc, voilà, tu constates ça, et ensuite, donc, tu poses la question, qu'est-ce que c'est entendre ? Et accessoirement, à quoi ça sert ? Je ne sais pas si du coup tu peux nous donner une petite réponse. En fait, c'est peut-être pas si étonnant que les communications acoustiques n'aient pas pu être encore adoptées par tous les animaux. C'est quand même compliqué, l'acoustique. Il faut avoir un instrument de musique pour produire des sons et il faut avoir un instrument pour les réceptionner. Donc je pense que ça a probablement été quand même une barrière. Alors pourquoi les mollusques ne l'ont pas développé ? Personne n'en sait rien. Peut-être que ça arrivera un jour. Ils ont un corps mou, donc ça ne facilite pas les choses. C'est vrai qu'à un moment, quand on veut émettre des sons, soit il faut être capable de frotter des structures rigides l'une contre l'autre. C'est ce que font beaucoup d'insectes. Ou alors il faut être capable de faire vibrer des membranes. Ça, c'est ce que font les mammifères et les oiseaux. Ce qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est que comment dire, je vais faire attention à ce que je dis, mais les vertébrés, je ne sais pas comment le dire, mais sont souvent appelés les animaux supérieurs, par opposition aux insectes, ou à des champignons, n'importe quoi. Enfin, tu vois à peu près cette classification d'Aristote qui est périmée depuis. Mais bref, juste pour dire que les animaux les plus évolués, je vais dire ça comme ça, c'est pas très correct, mais entendent, émettent des sons. Les insectes aussi, alors ils sont pas aussi évolués. Et évidemment, les arbres qui font des bruits, ça. Alors, le pire, c'est que ça doit exister. Il y a des chances. Il y a des chances, on découvre tellement de choses sur les arbres. Ils se parlent avec des odeurs, donc pourquoi pas autrement. Enfin bref, un peu sur ma faim, sur cette histoire que tu racontes, effectivement, pourquoi les mollusques ne parlent pas ? Parce que, je vais enchaîner là-dessus, tu parles beaucoup des poissons. Tu parles des otolithes des poissons. Je veux bien que tu dises un mot sur les poissons. Alors pour les poissons, c'est compliqué la communication acoustique, parce que les poissons, il y a un problème de densité dans l'eau en fait. Leur corps peut être traversé par les vibrations sonores dans l'eau de manière comme s'ils étaient transparents. Et donc, il a fallu qu'il y ait des systèmes qui se créent à l'intérieur du corps des poissons pour percevoir les vibrations. Alors, il y a des choses qui ont beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des systèmes osseux, il y a la vessie natatoire qui peut être mise en vibration, et derrière, les poissons arrivent à percevoir des sons. Et ils arrivent aussi à en émettre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais il y a énormément d'espèces de poissons qui émettent des sons. Après, les sons des poissons, c'est vrai qu'ils sont assez variés. Quand on compare les espèces entre elles, on observe des sons différents. Ça reste quand même des sons relativement rudimentaires. On n'a pas des répertoires vocaux comme ceux qu'on peut avoir chez des oiseaux ou certains mammifères. Oui, il y a des poissons qui grognent, j'en ai entendu. Ouais. Ils sont célèbres pour ça. Il y en a même qui s'appellent comme ça. Alors c'est beaucoup des structures qui crissent chez les poissons, soit des dents qui crissent, soit des nageoires qui crissent, voilà, des choses comme ça.
truc de base qu'on n'a peut-être pas dit, Nicolas, c'est que il y a des gens qui vont nous rétorquer que les cétacés, eux, ils arrivent très bien à faire du bruit dans l'eau. La grande différence, c'est que les cétacés ont un circuit aérien. Oui, les cétacés, à l'origine, c'est pas des animaux aquatiques. Ils ont de l'air, ils Voilà, ont des poumons, les animaux, ils sont dans la larynx. voilà, les cétacés sont des animaux aériens en fait. Les poissons, ils sont entièrement à queue, si j'ose dire, sauf, tu l'as dit tout à l'heure, un élément de leur corps qui est rempli de gaz. Et c'est pas de l'air, c'est du gaz, Ouais. c'est du CO2 et d'autres choses. Tu l'as dit, c'est la vessie natatoire. Alors du coup, ça fait des différentiels de pression, différentiels de densité qui permettent effectivement de découpler en quelque sorte la vibration d'une structure sensorielle par rapport à la vibration de l'eau et du corps du poisson. Et ça, c'est essentiel. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est essentiel ce découplage, parce que ce découplage, derrière, il va permettre de mettre en vibration des cellules sensorielles, de faire plier des cils sensoriels. Enfin, à un moment, il faut, pour créer du signal nerveux, eh bien, il faut qu'il y ait une cellule ciliée qui puisse bouger, si vous voulez. C'est-à-dire exactement comme dans l'oreille humaine. Et ça, si la structure de l'animal est exactement de la même densité que le milieu ambiant, eh bien ça ne peut pas arriver. Donc chez les poissons, on a des otolithes, par exemple, des choses qui vont pouvoir, quand la vibration sonore arrive et met le corps du poisson en vibration, ces otolithes vont avoir des retards à la vibration, par exemple. Mais c'est quoi les otolithes? C'est des petits cristaux qui vont être là, ou des petits os. Ils sont où dans son corps? Ils sont pas très loin de l'oreille, là, quelque part par là. Les Voilà. poissons ont des oreilles? Les poissons, oui, ont des oreilles, bien sûr. Il y a une oreille interne chez les poissons. Oui. C'est-à-dire que chez les poissons, il y a une oreille. Ah oui, il peut avoir une oreille, mais elle n'est pas externe. Mais tu peux avoir des ciseaux sled. Il y a un système sensoriel chez les poissons qui permet de percevoir les sons. Les poissons entendent. Les poissons entendent, Voilà. ont des oreilles internes. Ouais. De toute façon, s'il y en a qui peuvent grogner, c'est que ça veut dire qu'ils sont capables d'entendre. Ça, c'est quelque chose d'assez général. C'est qu'il y a une coévolution, en quelque sorte, entre ce qu'un animal est capable d'émettre et ce que l'animal est capable d'entendre. Ça, c'est un peu une règle en communication acoustique. Et probablement, on parlait des mollusques tout à l'heure, probablement qu'il y a un verrou évolutif chez ces mollusques qui fait qu'il ne doit pas y avoir de structures comme ça qui permettent à la fois d'entendre et d'émettre, deux structures qui pourraient coévoluer ensemble. Parce que émettre des sons, il y a quand même des structures, vous voyez, on parlait du bec du poulpe tout à l'heure, s'il le faisait crisser, ça émettrait peut-être des sons, mais il faudrait encore qu'il puisse les percevoir. Je suis presque déçu de savoir que le poulpe, qui est si intelligent comme tu le sais, n'ait pas eu besoin du son pour devenir si intelligent. Enfin bref, c'est abyssal comme question. J'espère que quelqu'un a déjà plongé un hydrophone à côté d'un poulpe, parce qu'on ne sait jamais ça. Peut-être quelque chose à faire. Sinon, on ira le faire ensemble. Oui. Ouais. Alors, bref, je continue. Il y a un autre animal très connu qui fait du bruit, qui est très connu aussi et très dérangeant. On a déjà parlé dans Baleine. C'est les grenouilles. Et là, tu as parlé d'un endroit qui s'appelle un résonateur. Donc, quelles sont les billes que tu peux m'offrir, cher Nicolas, sur les grenouilles? Les grenouilles sont toutes petites et elles font énormément de bruit. Oui. Elles font beaucoup de bruit. Alors oui, la communication acoustique, c'est très important chez les grenouilles, en particulier au moment des parades nuptiales. On trouve beaucoup de variations chez les grenouilles. Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, il y a une grenouille qui n'a pas d'oreille externe et qui entend par la bouche. C'est-à-dire que les vibrations sonores arrivent et font vibrer la cavité buccale, en fait. Et c'est ces vibrations-là qui vont ensuite être perçues au niveau de l'oreille interne. Il y a des grenouilles qui émettent des sons dans l'ultrason, c'est-à-dire très très aigus, ce qui leur permet de passer au-dessus des bruits des rivières, par exemple. Ça a été montré en particulier par Peter Narins, là, qui a vraiment montré qu'il y a des endroits près de cascades, de rivières tumultueuses, elles contournent le bruit de fond. Ça, c'est on parlait des stratégies, il y a quelque temps, on parlait des stratégies pour lutter contre le bruit. Et bien ça, c'est une stratégie d'évitement. C'est-à-dire que le bruit est grave, je vais émettre dans du super aigu. Alors pardon, je dirais de contournement et pas d'évitement. Enfin, ou de contournement, si tu préfères. Oui. Parce que ça revient. On s'adapte à ça. On contourne le truc, oui, d'accord. Voilà. Il y a aussi des grenouilles qui utilisent à la fois l'acoustique, donc les vibrations de l'air, et des vibrations du substrat, des petites grenouilles qui se positionnent sur une feuille et qui va percevoir à la fois les vocalisations par l'air et aussi les vocalisations de la grenouille vont entraîner des vibrations de la plante, de la feuille. La grenouille perçoit les deux. Ce qui fait que quand elle entend une grenouille chanter, elle sait si elle est sur la même feuille qu'elle ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu vois ce que je veux dire? Parce que si elle est sur la feuille d'en face, elle va entendre que les signaux sonores aériens. Si elle est sur la même feuille qu'elle, elle va entendre les signaux sonores aériens et les signaux qui lui arrivent par la vibration de la feuille.
D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les grenouilles, hein, qui donnent lieu à des procès en France. Tu le sais, les gens qui ont des mares chez Ouais, eux ouais. sont sommés d'assécher leurs mares et de virer les grenouilles. Enfin, c'est fou, hein, Ouais, c'est fou. les grenouilles. Qui ont un très fort bruit. Tiens, je te pose une colle. Quel est l'animal qui émet le son le plus fort? Alors chez les oiseaux, c'est connu, c'est des oiseaux, je crois que c'est l'araponga, il me semble. C'est le bellbird en anglais. L'oiseau cloche. C'est un oiseau, c'est un cotingidé. Bah, toi qui es allé au Costa Rica, tu en as vu forcément. C'est un cotingidé qui est un oiseau un peu blanc qui chante tout en haut de la canopée et qui chante extrêmement fort. On dirait effectivement une cloche qu'on fait sonner, une espèce de gong qu'on fait sonner. Et ça, c'est l'oiseau, pour l'instant, on est à 120 décibels, quelque chose comme ça, qui est le plus fort. Et Après, le recordman du renne animal? ça c'est une bonne question. Je pense que je vais te sais coller. pas. Ouais. Alors, je parle vraiment sous réserve et je demande à tous ceux qui nous écoutent de vérifier. Mais il me semble que le son le plus puissant du monde animal, c'est celui du cachalot. Ah oui, À un alors mètre. ça c'est possible, parce que j'allais dire, Voilà. ce que j'allais te répondre, c'était ça dépend si on se met en milieu aérien ou en milieu aquatique. Parce qu'en Ouais. milieu aquatique, il y a des chances que ce soit Je me souviens avoir dit ça à effectivement. François Sarano qui ne l'avait pas rectifié, donc il y a des chances que ce soit Non, c'est possible. exact. Bon, il y a des hypothèses qui disent, je suis pas sûr que ce soit vrai, enfin les spécialistes n'ont pas l'air d'être tout à fait d'accord là-dessus, qui disent même que le son du cachalot pourrait lui permettre d'étourdir ses proies. Ouais, tellement c'est Tellement fort. c'est fort. Je sais plus, 150 décibels, ça te paraît possible? Même 200? Oui, alors le problème, c'est que c'est pas la même échelle, les décibels dans l'eau et dans l'air. Donc, D'accord. comparer les 120 du bellbird avec les 150 du cachalot, ça veut rien dire. En Ce fait. ne serait pas faire justice au bellbird. Voilà, exactement. D'accord. Ok, on va enchaîner. Nicolas, on va passer des grenouilles. Alors, j'hésite à revenir sur le crocodile du Nil. Alors, c'est pas pareil que le jacaré. Là, tu as établi quoi? Plus ou moins les mêmes choses, finalement. Oui, alors, parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on travaille sur le crocodile, on a eu le temps de lui poser des questions. Hein. Il y a une chose qu'on a faite sur le crocodile du Nil, plus particulièrement, c'était de regarder. Il y a des informations quant à la taille du jeune qu'ils ont codé dans le cri. Ah oui, Et voilà. ça, on est allé tester. Parce que une des grandes questions quand on s'intéresse aux langages animaux, c'est, on va employer un terme anthropomorphique, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté des signaux, entre guillemets. C'est-à-dire dans quelle mesure l'information qui est envoyée par le signal est fiable et représente l'émetteur. Et donc, une des informations intéressantes qui est souvent trouvée dans les signaux sonores, c'est une information quant à la taille de l'émetteur. Je suis plus gros, je parle plus grave, quoi, si on veut. Voilà. Et donc, chez les crocodiles, ce qu'on a montré, c'est que quand les petits grandissent, leur voix devient plus grave, leurs cris deviennent plus graves. Ça, c'était pas très surprenant. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que quand on fait des expériences de playback sur des mères crocodiles du Nil dans la nature, si on leur passe des cris de petits crocodiles, elles vont vers le haut-parleur, alors que des cris de juvéniles, mais plus grands, elles n'y vont pas. Et au contraire, des fois, même, elles fuient le haut-parleur. D'accord ? Et elles sont vraiment sensibles, en fait, à cette information taille qui est codée dans le cri. Oui, mais ce qui nous manque, c'est pourquoi elles font ça. Alors pourquoi elles font ça ? Alors c'est vrai qu'on ne sait pas exactement pourquoi elles font ça. On a quand même une hypothèse qui me semble assez convaincante, parce qu'on l'a observé, hein, nous, sur le terrain avec Thierry, c'est que quand on émet des sons donc, d'individus juvéniles plus grands, donc un peu plus graves, on a observé plusieurs fois la mère qui était avec ses petits emmener ses petits loin du haut-parleur. Or, on sait que chez les crocodiles, il y a du cannibalisme. Donc, il est possible qu'elle considère que ça puisse commencer de représenter Voilà, un en danger. fonction des cris, elle agit pour protéger ses petits ou s'en foutre s'il n'y a pas lieu de Voilà. s'alarmer. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle tient compte de cette information. Très bien, Nicolas. On va se faire plaisir, on va explorer d'autres cris, d'autres animaux. Et là, j'ai très envie que tu me parles du brame du cerf. Extraordinaire. Alors là, j'ai pas bien compris. Il est question. Alors on voit que le cerf, monte sa tête vers le haut. Enfin, il y a une histoire, non pas de descente d'organes, mais de descente de larynx. Dis-moi tout sur le brame. J'espère que tu vas me faire craquer là. Donc le brame du cerf, c'est cette vocalisation très puissante qui a été mise par les cerfs lors Du rut. du rut, donc quand ils veulent garder leur femelle, impressionner les adversaires, etc. Et ça, c'était très bien étudié par mon collègue David Reby, qui a montré donc que le brame est produit par le larynx, donc par l'organe vocal des mammifères, mais au moment
où le cerf produit ce son, il abaisse son larynx. Et ça se voit d'ailleurs, hein, quand on regarde un cerf en train de bramer, on voit sa pomme d'Adam, qui est le larynx en fait, hein, descendre le long du cou pour aller jusqu'à la base du cou. Quel est l'effet de ça? L'effet, c'est que ça allonge le tuyau. C'est comme un trombone. Hein. C'est comme un tuba Ça, même. ouais, ou comme un tuba. Ça allonge le tuyau de résonance des sons. Donc le son est produit, certes, la source primordiale du son, c'est le larynx, mais après, il y a la résonance de l'instrument de musique. Ça devient tout de suite son Rambo, quoi. Voilà, exactement. Ça devient effectivement, la voix devient beaucoup plus profonde, donc beaucoup plus impressionnante. Ça a probablement été tout un mécanisme progressif, c'est-à-dire qu'au début, on peut imaginer que l'ancêtre des cerfs actuels n'était pas capable de descendre, d'avoir ce mouvement voilà, de larynx, et puis que... il y a eu des petites mutations qui ont permis de descendre. Et alors, évidemment, dès qu'on était capable de descendre un petit peu mieux que son voisin, on avait un succès reproducteur plus important. Ce que tu dis est très intéressant. Ça veut dire que chez ces crooners de cerfs est sexy, ce qui est grave. Un petit peu comme chez les humains, d'ailleurs. Oui. C'est un petit peu comme chez les humains. On aime bien les voix graves. Chez pas mal de mammifères, d'ailleurs. Hein. Ouais. En fait, c'est à relier au fait que... Qu'en pense Patricia? Je ne sais pas. Quand on est une voix grave, pour faire grave, il faut être grand. Voilà, faut du coffre. Donc, ça signe un individu plus costaud et plus grand, habituellement. Alors là, j'ai un enchaînement royal que tu fais d'ailleurs dans ton bouquin. Justement, on va parler de coffre. Et on va commencer par en parler par le biais du koala, qui est très étonnant de ce point de vue-là. Explique-moi pourquoi. Alors ça aussi, le koala, c'est pareil, c'est David Roby qui a étudié ça. Alors le koala, c'est un petit animal, hein, une espèce de petit ours en peluche, ouais. Ours en peluche, là. Océanie, australien. Bon, c'est pas du tout un ours, mais enfin, c'est pas grave. Donc c'est un petit animal, donc finalement, quand on regarde sa taille, on pourrait penser qu'il n'est pas capable d'émettre des sons très graves. Or, quand on entend le cri d'un koala, le cri de parade nuptiale de koala, c'est stupéfiant. Hein. 27 Hertz. Alors c'est très très bas. Ça dira rien à personne, mais c'est pareil qu'un éléphant. Voilà, et c'est très très bas, c'est très surprenant. C'est moche. Je crois, oui, enfin, c'est pas on en dirait accord. une moteur de moto qui démarre mal. Enfin, c'est très très curieux. En tout cas, ça ne colle pas du tout avec cette image, avec l'image et avec l'animal. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que ces animaux, ils ont 2 organes vocaux. C'est-à-dire qu'ils ont un larynx, mais ils ont aussi un autre organe vocal, parce que leur larynx ne leur permettrait pas d'émettre ces sons si graves. Et ils ont un autre organe vocal, avec des membranes qui est juste au-dessus, en fait, avec des membranes qui sont beaucoup plus grandes, plus épaisses, etc., qui leur permettent d'émettre ces sons graves. Donc il y a une modification anatomique, une anatomie particulière qui leur permet d'émettre ces sons. Mais pourquoi si grave? Alors là aussi, c'est probablement la sélection sexuelle qui a joué son rôle, parce que ce sont des signaux qui sont émis dans des contextes de parade nuptiale. On sait par des expériences de playback, là aussi, on sait que les femelles préfèrent ces sons. Les crooners. Voilà. Ouais. Et donc, effectivement, il y a forcément un rôle de sélection sexuelle. Sur ces considérations crooneriennes, cher Nicolas, je vais te dire au revoir. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Helloasso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine sous Gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site, où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message.
Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dallène, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.